Patrick Vivray, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici dans votre fief, on va dire, puisque vous êtes en Dialogue en Humanité, dont vous êtes le cofondateur, au-delà de tout l'aspect de votre philosophie. Enfin, vous êtes quelqu'un de très éclectique et qui a vraiment un parcours, on va dire, un petit peu hors norme. Mais je crois que votre cheval de bataille, c'est quand même la philosophie, aussi toute cette notion que vous avez mis en place de sobriété heureuse, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé aujourd'hui à mettre en place cet événement? Alors d'abord un mot sur la philosophie qui est effectivement un fil rouge dans ma vie. Et moi la philosophie, je la définis comme l'art de la dégustation de la vie, à la fois sur le plan personnel et sur le plan collectif. Et c'est aussi ce qui m'a conduit à entrer en résonance avec des approches comme celle de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse, mais avec toutes les approches autour du buen vivir, du bien vivre que les peuples indigènes ont proposé lors du Forum social mondial de Belém en Amazonie brésilienne. Et j'ai été amené effectivement dans ma vie à avoir plusieurs emplois très différents. J'ai été prof de philo, j'ai été chercheur, j'ai été journaliste, j'ai été conseiller à la Cour des comptes. Oui. Mais le fil rouge, c'est ce que j'appelle un métier de passeur-cueilleur. C'est-à-dire, j'ai eu souvent la chance d'être à l'intersection de mondes qui s'ignoraient souvent les uns les autres, le monde institutionnel et la société civile. Quand j'ai eu à 2 reprises été en charge d'une mission pour le gouvernement et en même temps j'étais en interaction avec des collectifs citoyens. Quand j'étais rédacteur en chef de la revue transversale Sciences Culture, c'était le croisement entre sciences de la nature, sciences humaines et puis les sciences, la culture et l'enjeu démocratique. Aujourd'hui, et notamment à travers les dialogues en humanité, c'est le dialogue entre culture, civilisation. C'est aussi la possibilité de construire à partir de la formidable créativité citoyenne dans le monde, mais aussi des éléments de reliance pour que cette créativité soit pas fragmentaire. Voilà. Donc c'est un peu ça mon métier au sens de ministère de service de passeur-cueilleur. Oui, si on résume, vous êtes vraiment un passeur qui va faire une transition avec différentes missions qui vous sont aujourd'hui proposées. J'ai l'impression quand vous parlez que vous êtes sensible un petit peu sur ce qu'on appelle les peuples premiers et que vous seriez assez facilement tenté d'aller, j'imagine que vous voyagez beaucoup dans le monde. Est-ce que vous avez eu déjà des expériences avec des peuples de ce style-là? Je pense aux Maasai, je pense... Moi, je n'ai pas eu d'expérience directe, mais j'ai été beaucoup en rapport avec des personnes qui, elles, ont vécu des expériences directes. Et de toute façon, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de ces peuples. Parce que, comme en plus, ils n'ont pas les moyens, à la différence de ce qu'a été, par exemple, la situation de peuples colonisés, mais qui disposaient d'un minimum de rapports de force. On l'a vu dans les luttes pour la décolonisation. La plupart des peuples premiers, ils ne peuvent pas raisonner en termes de rapports de force. Donc la seule possibilité de faire comprendre leurs propres défis, c'est de s'adresser à l'humanité de leurs interlocuteurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'approche en termes de buen vivir, parce que c'est à la fois quelque chose qui vient de leur propre tradition, la question du bien vivre, plutôt que celle du beaucoup avoir, et en même temps, ça percute directement notre propre humanité, y compris comme nous sommes, nous, occidentaux, dans des sociétés qui sont complètement organisées autour de l'avoir plutôt que de l'être, mais nous sentons bien à quel point l'enjeu de l'être plutôt que du paraître, l'enjeu de ne pas être exclusivement dans la consommation, est un défi pour nous-mêmes. Et à ce moment-là, il y a un vrai dialogue qui s'instaure avec ces peuples. On a l'impression qu'il y a une corrélation, enfin en tout cas une interaction très, très forte entre le buen vivir et ce que vous développez, vous, au niveau des dialogues. Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, puisque, y compris ces dialogues, nous les inscrivons de plus en plus dans ce qu'on appelle la co-construction d'un mouvement convivialiste, donc la question du vivre ensemble, au service de société du buen vivir, du bien vivre. Et donc il y a effectivement un lien étroit, puisque l'une des hypothèses que j'ai développées, et qui est de plus en plus une hypothèse collective, c'est qu'au cœur
des grandes insoutenabilités du système dominant, l'insoutenabilité écologique, l'insoutenabilité sociale, avec les 67 personnes qui ont les revenus de 3,5 milliards d'êtres humains, donc on est vraiment une insoutenabilité sociale mondiale, mais aussi l'insoutenabilité financière. 98% des flux financiers quotidiens, pour citer un ancien membre d'une banque centrale, ne correspondent pas à des biens et des services réels. Au cœur de cette triple insoutenabilité, vous avez de la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris, mais cette démesure, elle est elle-même liée à du mal-être et à du mal de vivre. On le sait sur le plan individuel, si une personne est boulimique, toxicomane, alcoolique, etc., c'est un indicateur de mal-être. Le seul fait, par exemple, que pour reprendre les propos du Wall Street Journal, Wall Street ne connaît que 2 sentiments, l'euphorie ou la panique, ce qui est à peu près la définition de la psychose maniaco-dépressive, ça veut dire que le couple démesure mal-être, on le retrouve sur le plan sociétal et pas simplement sur le plan personnel. Et à ce moment-là, on comprend bien que le couple positif alternatif, il est l'alternative d'un côté à la démesure, mais aussi l'alternative au mal de vivre. Donc la question du buen vivir, la question de la frugalité heureuse, de la simplicité volontaire et de l'art de vivre, constitue, à mon avis, le cœur des réponses positives à l'insoutenabilité du système dominant. Et comment on peut faire? Bon, j'imagine que les dialogues, c'est un des systèmes pour faire comprendre aux gens ce qui se passe en leur donnant la parole. Mais comment on peut faire adhérer aux gens? Non seulement en leur donnant la parole, mais en les reconnectant avec leurs expériences de joie de vivre. Tout être humain a eu au moins une fois, et en général plusieurs fois dans sa vie, une expérience où il s'est senti profondément bien, profondément heureux. Et quand on est dans cet état-là, si on pose la question « Comment vous vous sentez dans votre rapport avec autrui? Est-ce que vous considérez les autres comme des rivaux ?» Non. Y compris, pour reprendre l'expression, quand on est heureux, on a plutôt envie que les autres le soient. Est-ce que dans votre rapport à la nature, vous vous sentez spontanément dans un rapport de prédation? Vous êtes dans un paysage magnifique, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah tiens, j'irais bien forer là pour trouver du charbon, du pétrole, du gaz de schiste, etc. » Et si la question se pose, elle ne se pose qu'en termes d'extrême nécessité, de suffisance, etc. Sinon, c'est le rapport à la beauté qui est premier. Est-ce que vous vous sentez en guerre avec vous-même? Non, au contraire, dans ces cas-là, il y a un sentiment de sérénité. Et dans le rapport au temps, c'est une qualité de présence. C'est ce que j'appelle vivre à la bonne heure. Inversement, quand on est dans des états de mal-être et de mal de vivre, de maltraitance, ça produit un déficit énergétique qu'on va compenser en allant piquer à autrui. C'est la rivalité à soi-même, c'est la dépression à la nature, c'est la dépression et la prédation. Et à ce moment-là, on n'est pas là, on est en permanence déporté dans le passé, remords, nostalgie, dans l'avenir, on n'est pas dans la qualité de présence. Quand on comprend que le buen vivir, c'est pas une utopie idéale, c'est la nappe phréatique à laquelle nous pouvons nous ressourcer. C'est notre eau vive à nous. Alors certes, le problème c'est qu'il y a eu tellement de sédimentation et de sédimentation polluée et toxique qu'il faut s'en occuper et il faut s'entraider. C'est ce que dans le collectif Richesse on appelle ça les stratégies Nanoub. Nanoub, ça veut dire nous allons nous faire du bien. C'est-à-dire nous entraîner mutuellement à la compréhension que la joie de vivre est l'énergie fondamentale qui nous permet de résister à ce que le philosophe Spinoza appelait les passions tristes. Il n'y a pas que la peur qui est contagieuse. La joie de vivre, elle est aussi contagieuse. Donc, à travers les dialogues en humanité, évidemment, l'échange de paroles et de paroles dans un contexte qui n'est pas le contexte de salle de congrès. Quand on se parle sous les arbres, quand on est dans des agoras sous les arbres où même des personnes connues, elles ne sont pas en surplomb, elles ne sont pas sur des tribunes, on se parle différemment. Mais c'est aussi une parole qui est incarnée dans une expérience de vie et de bonne vie.
Qu'on se dirige vers une société un peu bipolaire, c'est-à-dire que ceux qui restent toujours dans les hommes d'affaires qui sont là dans le vouloir gagner plus, etc. Et parallèlement à ça, une société qui prend conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça, qu'on a besoin de faire les choses différemment. Vous parliez tout à l'heure de quelques familles qui détiennent l'argent du monde entier. Est-ce qu'on ne va pas se trouver un jour confronté avec ces deux modes de pensée, ces deux modes de vie, et peut-être un peu comme, je veux dire, Astérix et Obélix, le village qui résiste à la pression de la masse, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que dans toutes les grandes périodes de mutation historique, on assiste à une double polarité. Polarité régressive, hein, c'est la fin des empires, la fin des civilisations, quand on regarde la fin de la période coloniale, les fins de cycle historique correspondent à des périodes où les caractères les plus caricaturaux, les plus brutaux d'un système dominant qui est en voie d'extinction sont poussés jusqu'à leur extrême. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de bien comprendre ça, parce que sinon on aurait toutes les occasions de désespérer. Par exemple, on dirait on aurait pu comprendre avec la crise financière de 2008 que les gens comprennent enfin que l'ultracapitalisme n'était pas la bonne réponse en termes d'organisation sociale. Et puis on a l'impression que c'est le contraire. On n'a jamais eu autant d'inégalités, de stock options, de bonus, etc. Mais c'est un indicateur de fin de cycle historique quand ce sont les traits les plus brutaux et caricaturaux qui se développent. Et à côté de ça, vous avez la polarisation créative. Alors évidemment, c'est pas en regardant le journal télévisé de 20h qu'on va voir la polarisation créative. Mais dans le monde entier, et on le voit justement dans les dialogues en humanité, puisque maintenant il n'y en a pas simplement ici en France, il y en a au Brésil, à Salvador Bahia, il y en a en Inde à Bangalore, on vient d'en avoir en Afrique au Bénin, il y en aura en septembre à Berlin, on voit ça aussi dans les forums sociaux mondiaux. Il y a un livre magnifique de Bénédicte Magnier qui a parcouru le monde entier, qui a écrit ce beau livre, 1 million de révolutions tranquilles. Donc il y a la polarisation créative. Et puis entre le pôle créatif et le pôle régressif, vous avez l'immense masse des êtres humains qui aimeraient bien que ça aille plutôt dans le sens créatif, mais qui, dans leur système de croyance, de représentation, dans les logiques de peur, finissent par être persuadés que oui, mais la vraie réalité, la vraie vie, elle est du côté de la dominance, de la rivalité, etc. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus travailler sur le buen vivir qu'on ne peut faire déplacer la masse des indécis que s'il y a une énergie attractive. C'est pas simplement dans la critique rationnelle d'un système, il faut aussi s'appuyer sur l'énergie émotionnelle, l'intelligence du cœur. Et c'est là que dire, il n'y a pas que la peur qui est contagieuse, la joie de vivre peut être aussi contagieuse, elle est décisive pour faire en sorte qu'une grande partie des indécis viennent plutôt du côté de la polarisation créative, pas pour se désintéresser de ce qui se passe dans le monde des grands malades, de l'addiction à l'argent, au pouvoir ou à la captation du sens, mais pour dire on ne peut s'approcher de cette zone qui est fortement addictive, et donc si on s'en approche seul et sans un fort système immunitaire, on se retrouve soit contaminé, soit désespéré. Pour s'en approcher, il faut s'être suffisamment ressourcé du côté du pôle de ce qu'on appelle par exemple en sociologie les créatifs culturels, pour avoir un système immunitaire suffisamment apte à rencontrer les zones de haute addiction. Alors, si vous aviez, pour conclure cet échange, si vous aviez un message ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez vraiment faire connaître, quel serait-il ? C'est justement le fait que vous avez déjà évoqué un petit peu notre famille humaine, ce qu'on peut appeler le peuple de la Terre, hein, puisque nous sommes un seul peuple de la Terre, évidemment composé de multiples peuples et de multiples cultures, mais nous sommes un seul peuple de la Terre, vulnérable. Notre humanité est vulnérable sur une planète elle-même vulnérable. Donc à la fois nous risquons la sortie de route, ça c'est la lucidité, c'est ce que Gramsci appelait le pessimisme de l'intelligence, mais nous avons aussi la possibilité de prendre la voie de ce qu'il appelait l'optimisme de la volonté. Nous sommes dans une espèce
qui est très jeune, même 200 000 ans à côté d'autres espèces, nous sommes encore dans l'enfance de l'humanité. Donc d'un côté, nous devons dire que voilà, d'un côté nous risquons la mortalité infantile, mais de l'autre côté, si nous grandissons en humanité, c'est un des objectifs des dialogues en humanité, il y a un chemin extraordinaire de l'humanité pour grandir en qualité d'humanisation. Nous venons du long fleuve de la mutation biologique, de l'hominisation. Maintenant, notre grande affaire, c'est l'humanisation. Et l'humanisation, c'est monter en qualité de conscience et en qualité de relation, y compris avec le bon usage de la mutation informationnelle, de ce qu'on appelle d'un terme régressif la révolution numérique. Mais l'humanité ne peut être un réseau pensant, et ça c'est une opportunité, que pour autant qu'elle apprend à être un réseau confiant. Et ça c'est le rapport entre l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, donc l'intelligence sensible et l'intelligence de l'esprit. Et ça c'est un projet tout à la fois personnel et politique. Un projet ambitieux aussi. Parce que on sait pas. Oui, mais là, il ne faut pas avoir peur de l'ambition. Je vous sens pas. C'est pas une ambition égologique, c'est pas une ambition de conquête, de domination, c'est de dire c'est quand même passionnant de pouvoir vivre brièvement l'aventure de l'humanité de façon consciente et considérer autrui comme un compagnon de route en humanité dans ce voyage plutôt que comme un rival menaçant, c'est quand même une chance extraordinaire et ça serait dommage de ne pas la saisir. Patrick Vivray, merci pour cet enseignement très riche et à bientôt j'espère. Merci. C'est moi.